Bonjour à tous, bienvenue dans ce face-à-face spécial judo. Nous sommes ici à l'ACBB, à Boulogne-Billancourt, dans l'antre de Loïc Pietri, celui qui a créé la surprise au dernier championnat du monde de judo à Rio. Alors au programme, interview, initiation puis opposition libre, mais je ne vous en dis pas plus, on va d'abord faire un petit rappel historique sur le judo. Le judo est une des disciplines martiales japonaises les plus populaires au monde. Ce sport de combat est même devenu olympique en 1964. La discipline a vu le jour grâce à Jigoro Kano en 1882, originaire lui-même du Jiu-Jitsu. Entouré de maîtres éminents du Jiu-Jitsu, Jigoro Kano formalise les techniques de kata propres au judo. La discipline se veut universelle. Jigoro Kano lance le pantalon Jugogi mixte, une tendance entre l'Orient et l'Occident. En 1882, le Kodokan émerge, il s'agit du premier dojo de judo. N'ayant pas de licence à l'époque, la tradition veut que le meilleur combattant du Kodokan prouve sa légitimité en combattant contre de grands jujitsuka. Jigoro Kano fait donc appel à Saigo, qui devient l'ambassadeur du judo au Japon, seul moyen de conserver le dojo en toute légitimité. Saigo remporte tous les défis opposant le Kodokan aux autres écoles de jujitsu de l'époque. Saigo devient ainsi le premier grand judoka de l'histoire et parvient à asseoir la crédibilité de sa nouvelle discipline. Saigo devient également le premier 6e dan. Le judo se mondialise peu à peu et apparaît en Europe au début du XXe siècle. Jigoro Kano devient également le premier japonais membre du comité international olympique. En France, le pionnier est Maître Kawashi. C'est lui qui lance la discipline assisté de Awazu, qui devient le premier entraîneur national. Aujourd'hui, l'équipe de France de judo réside parmi l'une des meilleures nations mondiales. De retour dans le présent, nous allons tout de suite faire connaissance avec le champion Loïc Pietri. Bonjour Loïc. Bonjour, enchanté. Je finis, je fais encore quelques études comme j'arrive. A tout de suite. Si vous tombez, vous êtes perdu. Regarde, ça balaye, voilà. Sur l'attaque. Allez. Alexandre, allez, vas-y. Allez. Maté. Loïc, il est venu au club, ça fait 1 an et demi. Pour nous, c'est forcément du plus. C'est une image par rapport aux jeunes du club. C'est une image par rapport même aux athlètes de 2e et 1re division. Et c'est forcément un plus dans un club de haut niveau. À l'INSEP, ils font beaucoup de préparation, ils font beaucoup de randonnées, de travail dur. Et au club, il vient rechercher un peu la famille, un peu l'ambiance. Et là, c'est là qu'on peut aussi donc parler, prendre du temps, travailler technique. Et l'objectif pour lui, c'est d'aller aux Jeux Olympiques et d'aller décrocher l'or aussi. Il y aura d'autres compétitions, il y aura peut-être des contre-perfs, il y aura peut-être des confirmations. Mais il est dans cette optique-là avec une médaille olympique. C'est ça, je pense, c'est notre objectif et son objectif. Donc Loïc, on va commencer par le début. Tu as commencé le judo à 6 ans. Est-ce qu'une personne en particulier t'a inspiré la pratique de ce sport? Oui, concrètement, mon père, c'est lui qui m'a tout appris. J'ai travaillé avec lui jusqu'à mes 18 ans. Donc s'il y a une personne qui m'a appris le judo, c'est bien lui. Je lui dois quasiment tout, je pense. Avoir un père qui a connu le très haut niveau comme lui, ça aide à construire une carrière de champion selon toi? Alors il y a des pour et il y a des contre. Déjà on est le fils d'eux un peu quand on arrive, quand on est tout petit, qu'on est personne. Forcément il y a des enfants qui peuvent mal le vivre. Il n'y a pas 36 000 anciens internationaux qui ont des enfants qui ont fait du judo aussi. C'est un peu, il y a un héritage quoi. Mais après oui, moi ça m'a aidé parce que mon père, tout ce qu'il m'a appris, tout ce qu'il m'a montré, on a un peu le même physique, les mêmes qualités et tout ça. Donc quand il me l'a montré, je le ressentais directement, il m'a fait gagner énormément de temps. Alors justement, ton père, pour les gens qui ne le connaissent pas, tu peux nous rappeler un petit peu son palmarès, ce qu'il est aujourd'hui? Mon père, il a gagné le tournoi de Paris, il a fait vice-champion d'Europe et actuellement il est DTN pour la Fédération monégasque de judo.
Donc là maintenant tu as à peu près 15 ans de judo au compteur si je ne me trompe pas. Et ouais. Est-ce qu'on se lasse par moment? Non, je pense qu'on a des moments de creux, oui, comme tout le monde. On n'est pas tout le temps au top de la motivation. Ce qu'il faut, c'est être motivé. Faut savoir se reposer au bon moment pour être motivé au bon moment. Donc oui, si parfois je sature, je sais dire stop, j'ai appris à le faire en tout cas. Et parfois à discuter avec les entraîneurs pour prendre un peu une pause, savoir s'arrêter. Et c'est des trucs qu'on apprend à faire tout au long de sa carrière. Mais après, pour l'instant, j'ai encore les crocs, c'est une passion. Et je veux dire, je m'amuse encore quand je suis sur le tapis, hein, c'est pas une corvée, loin de là. La plupart des judokas, ils voyagent un peu de crêpes en crêpes quand ils sont jeunes et après ils finissent à l'INSEP dans le meilleur des cas. Toi, tu n'es pas passé par ce schéma-là. Pourquoi? Non, du tout, parce que comme je disais, j'avais des relations quand même privilégiées avec mon père qui avait fait du haut niveau et qui pouvait m'apprendre le judo. Donc j'ai fait le choix de rester avec lui parce que je sentais que je progressais. Je pense que j'ai fait le bon choix. Je me suis entraîné avec lui jusqu'à 18 ans. Ensuite, je suis parti sur Paris. Je suis parti quand il fallait, mais plutôt on m'a demandé de partir, j'ai refusé. Et non, je pense que j'ai fait le bon choix vu que, je veux dire, on avait un peu le même judo, même si je ne fais pas exactement le même judo que lui, il m'a apporté beaucoup de choses et on a bien travaillé, je pense, jusqu'à 18 ans. Et j'étais très autonome grâce à ça et on me l'a un peu reproché parfois après, quand je suis rentré dans le moule. Tu restes dans le cocon familial, puis tu intègres l'INSEP. Comment est-ce que tu as géré ton arrivée à Paris, loin de la famille, de la mer, la nature, enfermé dans le cercle très privé des sportifs de niveau, en plein milieu du bois de Vincennes? Comment est-ce qu'on gère ça quand on arrive? Paris, quand on arrive du sud, c'est toujours un peu la grisaille, tout ça. On quitte un peu tout son cercle social, quoi, parce que même si je connaissais le monde du judo, mes amis ils étaient sur Nice. Et c'est vrai que je quittais un peu tout ça pour partir un peu à l'aventure, quoi. Et les 3-6 premiers mois, c'est sûr, c'est pas les mois les plus agréables de ma vie. On s'entraîne dur, on augmente la charge d'entraînement, on est tout le temps fatigué. Et puis voilà, il faut se refaire un cercle social, il faut se retrouver des nouveaux amis, il faut décider qu'à un moment, je fais ma vie sur Paris, quoi. C'est pas je pars faire du judo à Paris. Non, c'est je fais ma vie sur Paris. Et ça, tant qu'on l'a pas accepté, je pense qu'on est triste. On parle beaucoup de ta performance aux mondiaux à Rio, mais on oublie souvent qu'en 2009, tu as réussi à atteindre les sommets, tu as connu le Nirvana. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? 2009, c'était ma dernière année junior et comme tous les juniors, moi mon objectif dès le début de l'année c'était de rentrer dans, je crois qu'on était 6 ou 7, je sais plus, à avoir gagné les Europes et les mondes juniors. Et c'était clairement mon objectif. Et j'avais passé une année difficile à Paris, comme j'ai dit, les 3-6 premiers mois qui étaient plutôt compliqués. Et derrière ça, je fais une dernière saison junior sans faute, quoi. Je gagne France, Europe et monde junior dans la même année, donc j'étais aux anges, quoi. J'étais peut-être plus heureux encore que quand j'ai gagné les mondes seniors cette année à Paris. Seulement après, je pense que j'ai su faire, quand je suis arrivé en senior, au bout de quelques mois, me dire bon maintenant on repart en senior, ça n'a plus rien à voir. Faut savoir faire aussi de table rase si on veut rebondir. Et alors justement, la transition entre junior et senior, elle est difficile? Il y a une progression constante, hein. On fait pas de suite les podiums en championnat, mais même si on n'est pas beaucoup suivi par les médias, tout ça, moi j'ai vu que je montais, hein. J'ai gagné une World Cup, j'ai fait un podium à une World Cup, ensuite je gagne une World Cup, ensuite je commence à sortir, je bats des mecs forts de temps en temps, je me suis vu monter petit à petit, puis ensuite il y a eu la demi-finale à Paris où je fais 5e, où j'étais pas du tout attendu. Ceux qui suivent vraiment, ils voient qu'il y a une progression constante quand même, il n'y a pas... Voilà, je n'ai pas rien fait pendant 3 ans. J'ai fait des podiums en Grand Prix, j'ai fait des résultats. Même si j'ai raté les chances des Jeux et que ça a été une déception pour moi. Alors justement, tu m'amènes à la question suivante. Ouais. Les Jeux de 2012 arrivent, que s'est-il passé? Je pense que j'ai fait une erreur. J'étais motivé par les championnats du monde à Paris. J'ai voulu repartir un peu trop vite, j'ai pas pris le temps de me reposer. Et après, j'ai eu enchaîné les blessures. Et quand j'ai voulu me reposer, les entraîneurs m'ont un peu trop poussé à mon goût. Donc du coup, entre moi qui est un peu trop poussé en début de saison et les entraîneurs qui ont trop poussé en milieu de saison, je me suis blessé tout le temps, j'ai passé une année blessé. Du coup, c'est dur d'être performant quand on est blessé. Et voilà, là, pas de médaille. Et Alain Schmitt a fait une très bonne saison, donc il a pris la place. Et voilà, grosse déception, mais bon, j'ai pris un mois, voilà, comme je dis, voilà, là j'étais déçu, j'ai relativisé, je suis parti chez moi, j'ai pris un mois de vacances, j'ai pensé à autre chose, j'ai fait autre chose. Et voilà, à la fin, je suis revenu sur cette année 2013 et j'étais en forme, j'avais envie de faire judo. Il faut savoir rebondir, je pense que c'est important. Les JO, une déception, c'est ce qui t'a motivé finalement pour la suite? Ça t'a reboosté, ça t'a redonné la niaque un peu? Oui, mais c'était plus... C'était pas de la motivation dont j'avais besoin. De la motivation, j'avais peut-être un peu trop foncé, au contraire. C'était de prendre du recul, je pense. Et puis voilà, j'ai pris un mois de vacances, j'ai pensé à autre chose. Et je suis revenu, j'avais envie de faire judo, j'ai refait les choses mieux. J'étais peut-être plus à l'écoute de mon corps, c'est ce qui a fait la différence cette année. Et voilà, au final,
je vois que parfois, juste en s'entraînant mieux et moins, on peut arriver à des meilleurs résultats. Et puis bon, il y a aussi le fait que j'ai grandi et que je suis arrivé, je pense, à mon âge de maturité et que c'est pour ça que j'ai fait cette médaille aussi. Il n'y a pas que... Voilà, j'avais besoin de cette expérience, de ces échecs pour faire la médaille que j'ai accrochée cette année. Ensuite arrivent les championnats du monde. Tu rencontres donc le numéro 1 mondial, le Brésilien donc Victor Penalver, si je ne me trompe pas, un solide judoka. Vous avez à peu près le même profil. Quand tu gagnes le combat, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens une sorte d'état de grâce? Ouais, c'est un peu le moment clé de la compète, quoi. Je bats le numéro 1 mondial chez lui, devant son public. Avec un combat assez rapide, je fais 1 minute 30, je sais pas, dans d'autres sports comme la boxe, ça équivaut à un KO, quoi, un peu. Donc je me dis là, ce champion du monde, là, il est à toi, t'as pris la place du numéro 1, tu continues, tu dois aller jusqu'au bout, là, tu dois faire au moins ta médaille, c'est le minimum, c'est ce que je me suis dit en tout cas dans ma tête. Et là, je voyais le tableau derrière, je prenais le russe, je l'avais déjà battu dans la saison. Et après, il y a eu le Mongol que je connaissais pas bien, mais que j'avais jamais vu à ce niveau non plus. Donc je me suis dit là, la finale, tu dois aller l'accrocher. Et j'étais d'autant plus content que j'avais eu un début de tirage assez dur. J'étais contre le champion d'Asie au premier tour. Et voilà, j'avais Penalver, donc j'avais fait un peu une grosse partie du travail dès le début. Donc j'étais un peu libéré une fois que j'ai fait ça. Et donc cette finale contre le Géorgien. Contre le Géorgien. C'était un combat tendu, hein, c'était serré. C'est lui qui a marqué au début, il m'a fait une attaque dans l'attaque, je suis tombé, je me suis fait avoir. Mais j'étais bien sur les mains, donc je suis resté dans le même schéma. Je me suis dit ça va tomber, t'affole pas, et je me suis pas trompé, au bout de 3 minutes ça retombe. Et puis voilà, après j'ai dû gérer, et là c'est là que tout le monde a eu un peu peur. Moi moins que les gens, j'ai l'impression que les gens étaient à cran. Moi je gérais mon truc, je savais que je pouvais me prendre des pénalités, donc je les ai un peu laissés tomber, un peu facilement c'est vrai parfois, mais je les ai laissés tomber. Puis à la fin, la délivrance, le gong sonne, et je suis champion du monde. Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans? Dans un coin de ma tête, j'ai mes projets, je sais que je peux faire entraîneur, j'adore le judo, c'est ma passion, donc ça c'est ma solution numéro 1. Après, si jamais d'autres opportunités s'offrent à moi sur ma fin de carrière, pourquoi pas. Comme je dis, je pourrais reprendre peut-être les études en fin de carrière, j'ai tout prévu pour pouvoir le faire. Donc je veux dire, voilà, il n'y a pas de souci, je me fixe pas une chose bien particulière, je saisis les opportunités qui s'offrent à moi et j'essaie d'être réaliste surtout. Bon Loïc, tu nous as suffisamment vendu ton sport, il est temps de passer à la pratique. On va enfiler le kimono? Ça marche. Allez, on y va.